Alors, le prochain ouvrage que nous allons présenter est celui de David Fati, qui est Bonjour. avec moi aujourd'hui, malgré son bras en écharpe, pour son nouvel ouvrage qui s'appelle The Machine Seems to Need a Ghost, qui est publié par l'Artière. Donc, après les publications Prélude to the Broken Ram, Wolfgang et Anecdotal, que tu avais sorti il y a quelques années. Donc, c'est un ouvrage qui s'attache à l'exploration d'un des sujets les plus controversés actuellement, l'intelligence artificielle, et plus spécifiquement les images générées par celle-ci. Alors, tu es diplômé d'un master en mathématiques et en sciences informatiques, je pense que ça vaut la peine de le dire, et tu développes depuis plusieurs années une pratique photographique en parallèle de ta carrière, avec des travaux toujours largement dédiés aux différentes questions scientifiques et éthiques, ainsi qu'à l'influence de l'image sur nos quotidiens. Et donc voilà, ma première question, donc, tu as commencé ton travail autour de l'intelligence artificielle avec le projet Prélude to the Broken Ram et qui prend sa finalité avec ce nouvel ouvrage The Machine Seems to Need a Ghost. D'où est venu le départ de ta réflexion sur le détournement et la construction des images par ces technologies? Alors sur cette question, je pense que je peux répondre à deux niveaux. C'est en fait l'intelligence artificielle, déjà, ça m'intéressait un peu d'une manière un peu technique. Parce que j'ai un background d'informaticien, donc c'est quelque chose où je me sentais déjà un peu à l'aise. C'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc ça faisait déjà 3 ans que je manipulais des outils avant que ça devienne aussi puissant. J'essayais d'entraîner des réseaux GAN pour voir ce que je pouvais faire. Et ces images-là, je ne les montrais pas parce qu'elles étaient intéressantes, mais parce qu'elles étaient ratées. C'était des images qui étaient intéressantes parce qu'elles étaient déformées, parce que c'était une déformation de la réalité. Et donc tout d'un coup, il y a eu cette accélération où, il y a 1 an et demi seulement, c'est très récent, où tout d'un coup, ces images sont intéressantes parce qu'elles sont réussies. Tout d'un coup, ça devient une représentation de la réalité, de plus en plus fidèle. Et c'est ce basculement-là qui m'a vraiment intéressé, parce que tout d'un coup, en fait, et c'est là peut-être l'autre raison pourquoi ça m'intéresse, l'intelligence artificielle, c'est que je ne vois pas ces images réellement comme une création, par exemple, comme ma création photographique ou artistique. Je l'utilise vraiment comme quand j'utilise déjà de l'archive. C'est de l'image trouvée au final pour moi. C'est-à-dire que toutes les images générées, elles n'existent pas ex nihilo. Elles existent parce qu'il y a des bases d'entraînement de milliards et des milliards d'images. Et c'est des représentations un peu statistiques de ces images-là. Les images qui défilent ici sont donc des images qui Toutes sont les images. générées Tout le par livre, des voilà, logiciels. tout le Oui. livre est entièrement généré par ces outils-là. Et quelque chose qui est important pour moi, c'est de générer uniquement avec des outils accessibles au grand public. C'est vraiment ce basculement qui m'intéresse, c'est l'accessibilité Mhm. et non plus la performance technique. Parce qu'au final, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est à quel point en fait, on se retrouve dans une répétition du passé et à quel point les questions qu'on a avec l'intelligence artificielle ne sont pas des nouvelles questions, mais sont une accélération. Donc, par exemple, c'est la même chose avec le début de la photographie. Donc, il y a des citations au début du livre, un peu de l'inquiétude, par exemple, par rapport à l'émergence des nouvelles technologies, à l'industrialisation, à l'automatisation de la reproduction du réel. Et donc ça existait déjà. Mais on doit quand même aborder l'intelligence artificielle comme un nouveau médium. Ça, c'est assez important. C'est pas de la photographie, mais c'est entraîné sur de la photographie. Donc, il y a un niveau d'abstraction au-dessus, et donc, je me résume, mais on est dans des problématiques similaires, mais accélérées. Voilà. Donc, dans ce livre qui est en train de défiler ici, tu développes ta pensée sur toutes les limites et les possibilités de ces outils technologiques avec 3 chapitres, Oui. métaphores, chapitres. Et donc, tu as généré toutes ces images via donc, les logiciels dont tu viens de parler. Et elles sont entièrement factices. Je voudrais savoir comment est-ce que tu as articulé ces 3 chapitres et comment est-ce que c'est mis en place la création de ces images pour toi. C'est vraiment des vues de musée, on dirait des installations muséales. Surtout ce premier chapitre. Donc là, on tombe en plus pile sur le premier chapitre. Donc il y a vraiment 3 chapitres sur ce livre qui sont un peu pour moi, c'est 3 métaphores pour penser un peu le médium. Donc il y a un peu 3 chapitres pour moi qui sont un peu l'origine des images, leur état actuel et leur devenir futur. Donc ce premier chapitre, alors qui est un peu difficile sur l'écran parce que ça devient très surexposé, et c'est un peu le musée blanc, donc le musée, le White Cube. Et c'était un peu pour réfléchir donc d'où viennent les images. Techniquement, ça vient de bases d'entraînement. Et l'utilité d'une IA, c'est soi-disant qu'on va utiliser les entraîner sur toute la connaissance humaine. Et donc on espère avoir quelque chose d'assez neutre et de représentatif qui peut ensuite, avec l'IA, tout représenter.
Sauf que les bases d'entraînement sont déjà biaisées et vont déjà avoir, on le voit bien, on en parle tout le temps aux nouvelles, à quel point les IA vont, par exemple, si on leur demande une personne, ce sera un homme, souvent blanc, si on leur demande une femme, elle sera sans doute sexy, etc. Donc je voulais en fait réfléchir à travers mon propre médium, qui est l'art, qu'est-ce que ce serait que cette espèce de fausse neutralité. Et pour moi, en fait, c'était donc de représenter l'art dans son carcan, on va dire, le plus neutre, et c'est supposément le white cube. Et donc ces galeries blanches, en fait, c'était pour un peu montrer un peu de cette origine un peu fausse des images, comme quoi on imagine donc que le carcan bien pour montrer de l'art, c'est dans un musée, des murs blancs, quelque chose d'épuré, et que ce sera neutre. Or, c'est déjà un canon occidental de vision de l'art. Donc ça, c'était un peu comme, donc ça, c'est vraiment ce chapitre d'introduction d'où viennent les images. Et ensuite, ça tombe bien, on arrive sur le deuxième chapitre, qui est la boucle de récursion, et qui était un peu ma problématique technique que je trouvais la plus intéressante. C'est à quel point on génère de plus en plus d'images synthétiques. Et ces images, à terme, vont se retrouver repeupler Internet et se retrouver réaspirées par les outils, les bases d'entraînement qui servent à entraîner les IA. Et ça veut dire que petit à petit, on va avoir des outils d'intelligence artificielle qui seront entraînés par leur propre création. Et ça crée ce qu'on appelle un feedback loop et ce que certains scientifiques pensent aussi, un modèle collapse, donc un effondrement du modèle. Et donc, il y a des expériences qui font que, soi-disant, le plus on va boucler, le plus on va réduire le champ des possibles et de plus en plus, ces outils seront inutilisables. Puisqu'au final, ils commencent à reproduire de plus en plus les mêmes biais, les mêmes stéréotypes, et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive donc après sur le troisième chapitre, qui arrivera un peu plus loin, qui est le trou noir. Et c'est là, en fait, où je réfléchissais à ces biais, en fait, et les stéréotypes et les clichés de la culture, comme des forces gravitationnelles, puisqu'elles attirent les images d'intelligence artificielle pour les ressembler. Donc, et donc le trou noir, en fait, c'était vraiment juste une métaphore un peu plus poétique pour moi, parce que derrière le trou noir, une fois qu'on est aspiré par ça, en science, il y a plusieurs théories. Ça pourrait être l'annihilation, en fait. Il pourrait n'y avoir rien et que l'annihilation de la matière. Mais il y a des théories comme quoi on peut aller vers d'autres mondes, d'autres possibilités. Et c'est pour finir sur ça, si on a le temps. Oui, non, bien sûr, on a encore le temps. Ça prend 2 secondes. C'est juste pourquoi est-ce que je finis sur le trou noir aussi. Trou noir, c'est parce que ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, il y a une petite lueur d'espoir pour moi, c'est son côté chaotique. C'est-à-dire que ce n'est pas une calculatrice. Ce n'est pas 2 plus 2 égale 4, ça c'est un algorithme classique. 2 plus 2 pour des réseaux neuronaux, ça peut être égal à 57 de temps en temps. Et ces espèces de pas de côté, c'est un peu le reflet, un peu pour moi, de la créativité humaine. Ouais. Mais c'est ça, dans le texte, donc il y a plusieurs textes qui accompagnent le livre. Il y en a un, donc je trouvais un très intéressant du chercheur Simon Coste qui avance donc que l'intelligence artificielle, c'est pas particulièrement performant pour le moment, en tout cas dans des domaines comme les mathématiques et les sciences, parce qu'effectivement, il y a souvent des erreurs qui continuent à se produire et ce sont des sciences exactes. Mais par contre, ça constitue un vrai problème dans les domaines artistiques où les variations en fait, produisent quand même des résultats qui sont esthétiquement souvent assez puissants et très intéressants. Donc voilà, je voulais savoir, toi, est-ce que tu crois au futur des intelligences artificielles comme pour les artistes, les photographes? Qu'est-ce que tu en penses? C'est là où on va rentrer plus dans les questions vraiment sociales et concrètes. Oui. C'est-à-dire que pour l'artiste, l'intelligence artificielle, ça ne le menace pas. Pour l'artiste, on va dire, qui vit, on va dire, de la création artistique et de sa propre création. Par contre, c'est un outil qui aide à développer de la création. Donc, pour tout ce qui est travail de commande, à partir du moment où il y a un commanditaire et il faut produire quelque chose pour que, enfin, en fait, n'importe quel illustrateur, n'importe quel travail de commande, n'importe quelle personne qui travaille dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans l'illustration de presse, là, on est dans une problématique où tout comme la stock photographie, on va industrialiser des métiers créatifs. Donc il faut faire parfois un peu la part des choses entre l'artiste et le créatif. Le créatif, quand on veut obéir à une commande, là on est menacé. Pour l'artiste, en fait, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une impulsion, une idée et un besoin, un résultat, il faut faire un choix. C'est pour ça que d'ailleurs en sciences c'est moins utile pour le moment, pour les mathématiques, parce que ça ne sert à rien en fait en mathématiques de réinventer un théorème qui a déjà été trouvé. Alors que dans la reproduction artistique, oui, on a toujours besoin en fait de créatifs pour produire des modèles, par exemple du design dans la mode, etc. Là, on a
Et je voulais savoir comment s'est passée la collaboration et l'éditing du livre, puisque c'est quand même particulier avec l'Artière. Oui, bah alors en fait, c'est vraiment un processus très différent que d'habitude, puisque comme c'était une technologie émergente, ça faisait un peu plus d'1 an qu'on en discutait, et on a construit donc le premier livre d'artiste en novembre dernier, et ce livre-là, au fil de l'eau. Puisqu'en fait, la technologie évoluant, en fait, je crée les images au fil de l'eau. Je précisais aussi moi-même ma réflexion dessus, puisque tellement on est tous arrivés avec, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est un projet où je suis arrivé à l'Artière avec des débuts d'images, des idées. Je reproduisais en fait des ready-made de Duchamp. C'était pour moi en fait le parallèle le plus évident, c'était en fait l'urinoir de Duchamp. C'est pour ça qu'on retrouve un peu ça dans certaines images. Et c'était, bah voilà, en fait, il y a ces images-là, il y a la technologie qui arrive. Est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont tout de suite accroché, ils ont tout de suite voulu rentrer dedans, et on a collaboré en fait au fil de l'eau. Donc c'est un peu différent d'un processus où on arrive avec un projet fini et on se dit, alors maintenant, la forme du livre, c'est quoi? Et en partant de ce projet, maintenant, est-ce que tu as tu es déjà en train de développer d'autres idées J'en ai plein, mais vu que je parle vite pour essayer de tout faire rentrer, alors là, si je Non, rentre dans mais les nouveaux projets, je vais en parler encore plus vite. Non, Mais oui, oui, parce qu'en fait, l'IA, je travaillais dessus déjà pour un autre projet à la base. Et c'est uniquement, quand j'ai vu l'accélération technologique, je me suis dit, d'accord, je vais me poser 2 secondes pour penser d'abord au médium. Mais en fait, l'outil est pour moi utile utile pour moi pour de la création sur des projets où justement, il y a des trous peut-être dans la connaissance visuelle. J'ai du matériel. En fait, je fais un projet sur le cinéma et sur Kim Jong-il. Et ouais, c'est toute une histoire, une vraie histoire en fait, qui mélange propagande, cinéma, histoire d'amour. Enfin, très improbable et c'est basé sur une vraie histoire. Et j'ai besoin de l'intelligence artificielle pour un peu combler des trous de certaines de l'histoire. D'accord. Ok. Merci beaucoup, David. Je pense oui, on est à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le public pour David? Ouais, je voulais juste revenir au tout début. Tu disais que tu considérais ces images comme des images trouvées. Et par ailleurs, j'ai cru comprendre que tu revendiques quand même une part de crédit dans la production des images. Donc je voulais savoir comment ces deux idées se coexistaient. Donc ouais, ça c'est pour moi en effet il y a pas mal il y a plusieurs niveaux sur ça. Il y a on va dire le crédit purement artistique d'un projet, c'est-à-dire que je développe pas une image mais un projet. Et de deux, par exemple, il y a des images on va dire plus sociales qui sont arrivées sur la presse et que j'ai voulu qu'ils mettent mon nom à côté. Pas tellement pour une raison de crédit ou par exemple d'argent ou de choses artistiques, mais parce que ce que je n'aime pas non plus, c'est quand on crédite uniquement l'intelligence artificielle, comme s'il n'y avait pas en fait un humain à un moment qui a pris une décision, qui avait peut-être un biais aussi, et qui a voulu décider, moi j'ai besoin de générer ça. Quand par exemple dans la presse, donc j'avais généré des images de Macron qui sont retrouvées en fait repeuplées un peu partout dans la presse. Bon, ce sera une autre histoire, je ne rentrerai pas dedans, mais quand je les retrouvais sur des sites de presse juste crédités Midjourney comme étant l'outil, et ben moi, ça me gêne parce qu'on imagine tout d'un coup l'intelligence artificielle comme plus intelligente qu'elle est. Parce qu'il y a toujours ce problème d'intelligence qui n'est pas tout à fait le bon mot pour ces outils. Merci beaucoup, David. Donc, le livre est disponible chez l'Artière toute cette semaine et après. Merci.